En mai et juin 1940, la France est envahie par les armées allemandes. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, s'adresse aux Français et annonce qu'il va demander l'armistice. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Le 18 juin, jour de l'entrée des Allemands au Mans, le général de Gaulle, alors peu connu, annonce depuis Londres qu'il veut au contraire poursuivre le combat. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. La radio est déjà un moyen essentiel de communication, mais peu de gens écoutent ce message. Il existe seulement 5 millions de postes de TSF en 1940 pour 40 millions d'habitants. Beaucoup de Français sont sur les routes de l'Exode. Quelques jours plus tard, l'armistice entre la France et l'Allemagne est signé le 22 juin 1940 à Rotonde et entre en vigueur le 25 juin. Les Français sont abattus. Au Mans, des témoins voient défiler les soldats de l'armée victorieuse dans un ordre impeccable. Les Allemands multiplient les ordonnances répressives comme celle du 10 octobre 1940. Les médias sont contrôlés. Une véritable chape de plomb s'abat sur la population. Malgré cet effondrement militaire, moral et politique, des hommes et des femmes trouvent la force de résister, mais les initiatives sont toujours individuelles en 1940. Communiquer est alors le moyen de montrer son opposition. Une deuxième phase s'ouvre à partir de juin 1941. L'invasion de l'URSS marque l'entrée officielle dans la résistance des communistes. Mais l'espoir de vaincre l'Allemagne apparaît encore comme impossible. Les armées allemandes sont devant Moscou, Stalingrad, Leningrad et en Afrique. 1942 est un premier grand tournant. Depuis décembre 1941, les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Axe. Les Allemands subissent les premiers revers face à l'armée rouge. En novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. La victoire devient possible. L'espoir renaît et la résistance s'organise en réseau et en mouvement. Il faut alors communiquer pour organiser une résistance politique, voire militaire. À partir de 1943, la participation de la résistance à la lutte armée s'accroît, surtout après le 6 juin 1944, jour du débarquement des Alliés en Normandie. Communiquer à des fins militaires est alors devenu essentiel. Pour Marcel de Villiers, la présence allemande provoque dès juin 1940 une réaction d'opposition spontanée. Elle a alors l'envie d'écrire des tracts sur du papier récupéré. Elle en glisse discrètement dans les landaux afin de pousser les mères de famille à résister aux nazis. Elle diffuse aussi ce tract, vraisemblablement dans le second semestre de l'année 1943, avec l'intention de mobiliser des Français. Elle appelle à la vengeance et à la résistance, citant des noms de personnes tuées par les Allemands dans l'espoir de toucher les lecteurs. Yvonne et Maureen, décédées le 26 février. Elisabeth Leport, fusillée par des Allemands à Auschwitz en mars 1943, tout comme Anaïs Lavigne. André Tamizé, décédé dans ce même camp en mars 1943. Marie-Thérèse Fleury, morte à Auschwitz en avril 1943. La BBC informe de sa mort avant la fin du mois d'avril. On peut penser que Londres a été informé par le mari de Madame Fleury. En effet, celui-ci a reçu un télégramme le 20 avril annonçant sa mort. Le contenu de ce tract nous prouve que les Français sont informés malgré la censure. Le premier tract connu en France est l'œuvre d'Edmond Michelet qui, dès le 17 juin 1940, reproduit une page de Charles Péguy. Celui qui ne se rend pas a raison. Les tracts de Michelet et de Marcel de Villiers, réalisés à des dates différentes, nous montrent les objectifs des auteurs. Ne pas baisser les bras face à la défaite, réagir à la répression, informer et conseiller. Les tracts et brochures largués par les avions alliés ont les mêmes objectifs. Le 5 mai 1942, des tracts sont lâchés sur les communes sartoises, La Bazoge, Spey, Montbizot. Le 24 novembre, des avions américains en jettent au-dessus du Mans. Le 11 décembre, des tracts intitulés « La marine française » tombent sur quelques communes du département. Le 19 février 1943, la pluie de tracts vise à nouveau le Mans. En juillet et août, les largages s'intensifient. Discours de Churchill, courrier de l'air, avis aux sans-filistes. Tout le département est alors concerné. L'activité des pilotes alliés ne faiblit pas en 1944, preuve que la résistance par la communication n'a pas cessé avec le développement de la résistance à but militaire. C'est bon, j'ai trouvé la fréquence.
Ce soir, c'est plus facile sur les ondes courtes. Leur brouillage est de moins en moins efficace. Ouais, c'est pour ça qu'ils confisquent de plus en plus les postes TSF. Silence, il va voir les messages. La fortune Tiens, Dahlia. vient en dormant. Regardez toutes les pièces de nickel que j'ai récupérées lors du dernier appel. 100 en moins pour les Dorifort. N'empêche qu'ils ont quand même déboulonné les statues de René Levasseur et de Pierre Belon qui vont finir en canon. Pourtant, ils ont laissé les socles. Et alors? Il y a des Sartois qui en ont profité pour écrire « Ah bah Hitler, parti pour l'Allemagne ». C'est bien beau d'écrire le slogan, mais à un moment il faut agir. Écrire et communiquer, c'est aussi une forme de résistance, non? C'est ridicule leur message codé. Pourquoi ils ne donnent pas des infos claires? On ferait mieux d'écouter Radio Paris. Tu me fais rire avec ta radio Paris. Tout le monde sait que ce sont des collabos. Y'a que toi qui l'ignores, imbécile. Imbécile, imbécile! C'est pas moi qui écoute une radio planquée, cachée à Londres. C'est facile de donner des ordres. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Ici, Londres. La BBC, arme d'opposition verbale dès l'armistice, a le statut de radio de la résistance en Europe. Son premier but est d'informer et de soutenir les populations et leur permettre de garder espoir. Elle a ainsi permis d'appeler à la résistance et aux manifestations. Vous avez souffert du froid et vous souffrez de la faim. Mais les francs-tireurs, mais les groupes... Les Allemands décident donc, pour lutter contre cette résistance par l'information, de rédiger plusieurs ordonnances comme celle du MBF du 28 août 1940. Vous subissez de rudes bombardements. Il apparaît en effet impossible aux Allemands et à Vichy de confisquer tous les postes de radio. De plus, cette action pourrait les desservir car eux aussi se servent de la radio comme arme de propagande par l'intermédiaire des émissions de Radio Paris, par exemple. Toutefois, certains groupes sociaux sont privés de cette écoute. Les ressortissants anglais doivent remettre leur poste de TSF, ainsi que les populations juives, suite à l'ordonnance allemande du 13 août 1941. Sur les ondes de la BBC, différentes émissions sont destinées aux Français. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Aujourd'hui, L'émission Les Français parlent aux Français est diffusée dès juillet 1940. Elle propose de nombreux reportages et commentaires sur l'actualité, tous destinés à servir la cause alliée et à informer de l'évolution de la guerre. Une des voix célèbres de cette émission est celle de Pierre Dac, en 1943 et 1944. Un jour Adolf Hitler, se promenant sous le Dnieper, a dit « Je vais vous montrer, j'ai du flair ». J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Honneur et patrie, le porte-parole de la France combattante vous parle. En vous racontant ces choses... Une autre mission est Honneur et Patrie, avec des hommes proches du général de Gaulle, comme Maurice Schumann. Je vous réconforte. Contrairement à une idée répandue dans la mémoire collective, les émissions françaises de la BBC ne sont pas du seul ressort de la France libre et donc du général de Gaulle. Si la radio comme moyen de communication dans une optique de résistance à Vichy et à l'occupant est une initiative anglaise, de Gaulle comprend lui aussi que la radio va jouer un rôle essentiel pendant la guerre mondiale. Pour lui, la radio doit devenir un moyen de promouvoir la résistance et aussi sa propre action politique. Ici Brazzaville, poste national français. Outre la BBC, le général de Gaulle utilise Radio Brazzaville, poste de brousse remis en service dès novembre 1940. Mais sa puissance est alors faible, seules les possessions de l'Empire en Afrique peuvent être touchées. De nouveaux émetteurs plus puissants lui permettent d'abord de toucher les Français de la zone sud, puis dans le monde entier grâce aux prouesses des techniciens de la radio, preuve de la mobilisation de toutes les composantes de la société dans cette guerre des ondes. C'est la seule radio où la France libre peut s'exprimer librement. Elle n'est pas soumise à la censure et aux conséquences des rivalités entre De Gaulle et les Alliés. En effet, tous les papiers de la France libre émis depuis Londres, notamment dans l'émission Honneur et Patrie, passent d'abord par les mains des censeurs anglais. De plus, sur Radio Brazzaville, De Gaulle n'est pas privé d'antenne à la différence de la BBC. Par exemple, en novembre 1942, De Gaulle n'a plus le droit de s'exprimer. Il n'a pas apprécié d'avoir été mis devant le fait accompli du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. La radio, outil essentiel d'information et de soutien, a été efficace puisqu'elle a atteint une audience évaluée à 70% des foyers dotés d'un récepteur. Son audience a aussi été révélée par les actions qu'elle mène. En effet, si De Gaulle, Churchill ou des résistants de la France occupés espèrent la lutte armée dans un premier temps, cette lutte apparaît trop dangereuse.
Parallèlement à la radio, les journaux de la résistance se développent. La première revue clandestine s'intitule Conseil à l'occupé, rédigée dès juillet 40. Le premier journal est Pantagruel. Son but est de distribuer des nouvelles de Londres, diffusées par la radio, écoutées par les Français. Cette première presse clandestine donne naissance au mouvement de résistance. Un journal suppose en effet des moyens financiers pour acheter du papier, des locaux pour imprimer, des hommes et des femmes pour les distribuer, recueillir des informations. Les résistants doivent donc se structurer. Les tirages augmentent. Libération est tirée à 1000 exemplaires en juillet 1941, 6000 pour francs-tireurs et 20 000 pour combat. Ces titres donnent souvent leur nom aux mouvements qui les rédigent, les impriment et les diffusent. Des manifestations ont lieu dans les cinémas à l'occasion de la diffusion des actualités, preuve que le bourrage de crâne de Vichy ou de l'occupant ne fonctionne pas. Au Mans, le 23 janvier 1942, 4 personnes ont manifesté au cinéma Alhambra lors du passage des actualités sur la guerre. Ces 4 personnes riaient et faisaient des réflexions à haute voix à côté d'un soldat allemand, comme nous l'indiquent les archives. Par réaction, les actualités ne seront désormais plus diffusées dans l'obscurité. Les Allemands réagissent. Ces derniers temps, les rapports se multiplient en ce qui concerne les tentatives de troubler les projections des actualités dans les cinémas, en particulier dans la ville du Mans. Les éléments communistes de gaullistes manifestent leur mécontentement au sujet des succès remportés par l'armée allemande à l'Est en criant et en sifflant ou en quittant d'une façon ostensible la salle du cinéma au début de la projection des images sur la campagne à l'Est. Radio, journaux clandestins, tracts permettent donc d'informer l'opinion publique, soutenir son moral, œuvrer à la contre-propagande. Ces médias, dans le même temps, sont aussi des moyens d'action. Malgré de grands risques de répression, les Français agissent. La campagne des V, comme Victory, a un grand succès. Des milliers de V sont tracés dans les rues des villes à partir de mars 1941. Les Allemands sont obligés de réagir. Goebbels lance en été 1941 une campagne des V comme Victoria. Les V allemands se multiplient. Sur la Tour Eiffel à Paris, place de la République au Mans et aussi sur le communiqué militaire du journal de la Sarthe. Mais cette réaction est un échec, voire est détournée. Un monceau a écrit Reine d'Angleterre sous le V de Victoria allemand. On a quand même pris de gros risques aujourd'hui. C'est vrai, mais on a eu de la chance. Je sais pas si vous avez entendu parler d'Eugène Bubar. Si, j'ai eu l'affaire d'hier. Il a été arrêté par le tribunal allemand. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses camarades communistes, il a tracé sur l'avenue Jean Jaurès « Vive Staline, vive le RSS, vive l'armée rouge ». Ils ont été arrêtés et jugés par le tribunal du Mans. Ils sont condamnés à plus d'1 an de prison. À tous les coups, ils vont partir en Allemagne. Salaud. Avant cette campagne des V, il y a d'abord eu la volonté de faire du 11 novembre 1940 un moment symbolique. Ce premier mouvement patriotique n'est pas à l'initiative de la BBC. C'est une action spontanée de réaction à la présence allemande. Par la suite, la radio s'empare de cette volonté d'action de certains Français et diffuse des mots d'ordre. Le 1er janvier 1941, personne dans les rues de 15h à 16h. Le 11 mai, à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc, la population à l'initiative du général de Gaulle est cette fois-ci invitée à se promener dans les rues de 15h à 16h. Alors que les Allemands et Vichy déclarent que le 14 juillet 1941 sera un jour de deuil, les résistants intensifient le mot d'ordre de mobilisation. Toutes les composantes de la résistance extérieure et intérieure participent. La population fait preuve de créativité pour valoriser les couleurs du drapeau tricolore pourtant interdit depuis l'armistice. En parallèle, des hommes et des femmes n'attendent pas les recommandations des Alliés ou de la France libre pour exprimer leur opposition aux Allemands et au régime de Vichy. Tous les supports sont utilisés pour montrer par l'écrit son opposition. Les socles des statues, les affiches de propagande allemande ou française, les murs des habitations, les palissades en bois du jardin des plantes. Outre ces inscriptions, des jeunes réalisent des manifestations afin de montrer leur opposition à la politique du gouvernement de Vichy ou à la présence allemande. Le 7 novembre 1942, des manifestants se rassemblent place de la République au Mans et crient « À bas les Boches, débarrassez-nous du vieux gâteau Pétain ». Cet acte est d'autant plus courageux que la place de la République du Mans est un haut lieu de la présence allemande pendant l'occupation. Communiquer, c'est aussi participer à la lutte armée. La communication dans un but militaire n'a pas commencé avec le débarquement. Dès juillet 1940, les Anglais ont voulu développer des réseaux de renseignement en France. Ils avaient besoin d'informations sur les forces militaires allemandes. Le SOE a donc été créé. Au début de la guerre, cette résistance à caractère militaire est très minoritaire. Lors de l'été 1941, elle augmente.
Pétain parlant d'un vent mauvais dans un de ses discours. Elle s'intensifie à partir de 1943 et lors de l'année 1944. Les réseaux Hercule Buckmaster, dépendants du SOE, le réseau Alliance, le réseau FTPF, le BOA, sont quelques-uns des réseaux implantés dans la Sarthe. Pour cette résistance à vocation militaire, tous les moyens de communication sont utilisés. BBC, radioémetteur, pigeons voyageurs, avions. L'Angleterre est un nœud de communication essentiel. Depuis ce pays vont arriver des agents anglais ou de la France libre, des postes émetteurs, des opérateurs radio, les armes, les directives, les courriers, l'argent essentiel pour notamment acheter du papier. Inversement, c'est vers ce pays que vont être dirigés des résistants, des courriers, des informations, des pilotes alliés tombés sur le sol français. Les résistants doivent alors trouver des terrains propices au parachutage ou aux atterrissages d'hélices d'air. Le réseau BOA, auquel appartient André Dupont-Tierceau, dispose ainsi de 2 terrains d'atterrissage dans la région d'Assay-le-Boine. Des gens de tout milieu, de tout âge, de toute profession, des 2 sexes s'engagent. Des membres d'une même famille peuvent former un réseau. Pour cette résistance à vocation militaire où communiquer est essentiel, de nombreuses précautions sont nécessaires. Pour rester anonymes, brouiller les pistes, les résistants utilisent des noms de code. Les membres du réseau Alliance ont ainsi un nom d'animal comme surnom. Par exemple, aigle, hérisson, daim. Alliance devient l'arche de Noé. Il faut aussi limiter la durée des émissions de messages à destination de Londres. Pas plus de 10 minutes, sinon les voitures goniométriques de la Gestapo ou de l'Abwehr peuvent repérer le lieu où se cache l'émetteur clandestin. Il faut aussi cacher les opérateurs radio qui doivent changer régulièrement de place. Paul Marshall et sa femme cachent ainsi un opérateur. Ils sont arrêtés quelque temps plus tard et conduits à Fresnes. Et voici maintenant quelques messages personnels. Père Noël à Pichounette. 6 amis viendront Les codes vous voir sont également utilisés pour prévenir les résistants. Le premier message codé, lancé en septembre 1941, est « Lisette va bien ». La diffusion de ces messages est à l'initiative du SOE. Le but est de mieux correspondre avec les agents qui annoncent les parachutages d'hommes et de matériel, les informations pour l'identification de nouveaux agents. Les messages d'action sont aussi nombreux. Ils permettent de déclencher des opérations de sabotage. Peu de temps avant le débarquement, le jeudi 1er juin, 161 messages d'alerte sont diffusés. Le 5 juin, à 21h15, plus de 200 messages pendant 16 minutes. Ces mesures déclenchent les plans vert, violet et tortue, censés ralentir la progression de l'ennemi vers la Normandie. Le message « Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone » est destiné au réseau ventriloquiste pour déclencher le sabotage des voies ferrées situées dans les côtes de Bretagne et de Normandie. Malgré les noms de code et les précautions, les forces répressives allemandes et françaises arrêtent des résistants. Beaucoup sont dirigés vers les camps de concentration allemands. C'est le cas de Paul Marshall, des parents de Jean-Jacques Auduc, de Marcel de Villiers, de son mari et d'autres membres du réseau FTPF de la Sarthe. Également d'André Dupont-Tierceau et d'une grande partie du réseau BOA d'Assay-le-Boine. Quant aux membres du réseau Alliance, Léon Potier, Paul et Henri Chantrel, ils sont déportés vers le camp de Netzweiler, où ils sont exécutés avec 104 autres membres de leur réseau. Les corps sont brûlés dans le four crématoire du camp. Ils ont fini dans la nuit et le brouillard. Ces hommes et ces femmes, morts ou encore dans les camps, ne connaîtront pas la libération du Mans par les armées américaines le 8 août 1944. Dans toutes les villes libérées, les mouvements de résistance s'emparent des locaux de la presse d'occupation. Désormais, la presse clandestine peut s'exprimer au grand jour. De nouveaux titres apparaissent. Ouest éclair devient Ouest France. La Sarthe est remplacée par le Maine libre. Les Français et les médias retrouvent une part de leur liberté. D'abord, y'a qu'à pas que t'es gonflé. Moi, Hitler, c'est dans le blaire et je peux pas leur renifler. Et les nazis ont l'air d'oublier que c'est nous dans la bagarre qu'on les a dérouillés. Moi, si je le fouettais à Jacté, il ferait marre de bavard, il faut les envoyer. Si t'es nazi, va te faire picouser, et puis j'y balancerai ma godasse dans le fouindé. Une épaule taillée. Un jour Adolf Hitler, se promenant sous le Dnieper, a dit « Je vais vous montrer, j'ai du flair ».
J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Ma méthode est basée sur l'élasticité. 1, 2, 3, je vais vous l'expliquer. Chaque pas en avant doit être immédiatement suivi la chose éclair de 15 pas en arrière. Puis de manière à droite, l'aile gauche glisse sur l'aile droite, pendant que l'aile droite ébauche, un virage sur l'aile gauche. C'est de défense élastique. Y'a rien de plus chouette que ce truc-là.